Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Lancement de la phase 2 du projet de construction et de modernisation des marchés urbains et régionaux. C'est ce qu'a décidé le gouvernement ce jour en sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. D'autres décisions ont également meublé cette session. La substance des échanges dans cette édition. C'est désormais acté, la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, adoptée le 13 mars 2025 à l'Assemblée nationale. La dite loi a été promulguée par le chef de l'État, Patrice Talon. Une initiative salutaire qui vient régler un certain nombre de problèmes d'ordre endogène. À suivre dans ce journal, les impressions du professeur et prêtre de phare David Kofiaza sur le sujet. Hors de nos frontières, réunis dans la capitale britannique ce mardi, une vingtaine de pays et d'organisations internationales ont lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat au Soudan. Plus de 800 millions d'euros supplémentaires sont mobilisés pour le pays qui s'enfonce de plus en plus dans une crise humanitaire catastrophique après 2 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. On en parle dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le gouvernement béninois s'est réuni ce mercredi 16 avril 2025 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée comme il est de coutume par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre la substance des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngweji. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation dans le cadre du projet de construction et modernisation de marchés urbains et régionaux phase 2, site de Kassoa-Ala dans la commune de Waké. Le marché régional de Kassoa-Ala à Waké se distingue par son potentiel économique et sa position géostratégique dans la partie septentrionale du pays. À ce titre, il figure dans le lot des 12 infrastructures prévues pour la phase 2 du projet. Ces atouts lui confèrent un caractère prioritaire et le Conseil a approuvé sa mise en chantier diligente en attendant l'aboutissement des procédures concernant les autres sites. Les ministres concernés veilleront à la finalisation des formalités irrelatives en prélude aux travaux. En point 2, mission de contrôle technique des projets de reconstruction du Hall des Arts et de construction d'une piste de karting à Cotonou. Dans le cadre du démarrage imminent de ces projets, qui participent de la modernisation et de l'attractivité de la ville de Cotonou, il a été autorisé la signature des marchés avec des cabinets spécialisés pour la mission de contrôle technique indispensable. Les ministres chargés du cadre de vie, de l'économie et des finances devront s'assurer de la bonne exécution des prestations. En point 3, réalisation d'une étude de faisabilité
sur les métiers du transport et de la logistique. La demande en main-d'œuvre qualifiée dans ces sous-secteurs augmente avec l'accroissement actuel du flux des transactions commerciales, en cohérence avec le choix du gouvernement de faire du port et de l'aéroport de Cotonou des leviers de croissance économique et des plateformes attractives sur les plans régional et international. Aussi, en plus du développement des infrastructures routières en cours dans tout le pays, le transport fluvial doit-il être promu pour les liaisons entre certaines villes et avec d'autres pays limitrophes, l'objectif étant de faciliter la mobilité urbaine et interurbaine. Il s'est donc avéré nécessaire de réaliser une étude de faisabilité dédiée aux besoins d'emploi et de formation appropriés afin de développer des programmes de formation conséquents qui tiennent compte des évolutions technologiques actuelles. En point 4, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Au terme de l'analyse stratégique du secteur, tenant compte de la dynamique en cours, ce plan prévoit que le Bénin est, à l'horizon 2030, un pays vert, au cadre de vie assaini, attrayant avec un système de transport multimodal économiquement performant. Cette vision s'articule autour de 4 orientations stratégiques en relation avec le renforcement de la gouvernance du secteur, l'attractivité et la compétitivité des établissements humains, l'amélioration de la gestion durable de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que des infrastructures et des services de transport. Ce plan se réalisera à travers 12 axes stratégiques et 5 programmes opérationnels déclinés en 19 actions. D'un coût global estimatif de 5 617 285 millions de francs CFA, il sera financé en partie avec une contribution de ressources intérieures à hauteur de 3 521 237 millions de francs CFA. En point 5, organisation d'un test de sélection d'assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Dans la perspective de la couverture progressive des besoins en enseignants des universités publiques, une base de données des aspirants au métier d'enseignant du supérieur a été constituée. Les assistants en position probatoire seront donc sélectionnés à cette fin. En plus des 276 autres déployés entre 2016 et 2018, leur recrutement permettra de renforcer les effectifs d'enseignants pour une meilleure prise en charge des apprenants, puis de combler le déficit qui découlera des départs imminents à la retraite. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, conseillers sur proposition du président de la Cour, Messieurs Romain Kofi, Mouhamadou Sansare, Amaté Christian Ataï, Komlan Christian Adjakas, Désiré Padel Dato, avocat général, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Olusegun Romaric Tidjani Serpos, au ministère du Travail et de la Fonction publique, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Fernand Aéon, je vous remercie. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, en abrégé HCPC, a tenu des séances d'échange intensives et pédagogiques à l'école primaire publique au Danyogun et au Centre des jeunes et loisirs de la commune de Sakété. C'était ce mardi 15 avril 2025. Ces rencontres interviennent dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la corruption. Quentin Amoussou nous fait le point. Dès les premières heures de la journée, les écoliers et leurs encadreurs de l'EPP au Danyogun ont accueilli avec enthousiasme la délégation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC. À travers des interactions riches, il est apparu que cette communauté scolaire disposait déjà d'une certaine connaissance des notions liées à la corruption, ne nécessitant qu'un encadrement complémentaire pour renforcer leur compréhension et leur engagement.
Prenant la parole, le docteur Olivier Charles-Tindeou, secrétaire général du HCPC, a mis en lumière les racines profondes de la corruption dans la société béninoise. Il a souligné que ce fléau est l'un des principaux obstacles à l'amélioration des conditions de vie, notamment en matière d'infrastructures scolaires, de traitement salarial et de services publics essentiels. Insistant sur la dimension historique et évolutive du développement, il a rappelé que des pays aujourd'hui prospères tels que la France ont connu des périodes similaires de lutte contre la corruption, preuve qu'un redressement est possible si une volonté collective s'affirme sur la durée. Corrompre, c'est détruire, a-t-il martelé avec gravité, invitant les participants à prendre conscience de la portée de chaque acte illégal, aussi anodin puisse-t-il paraître. Il a annoncé avec espoir l'imminente adoption d'une loi relative à la protection des lanceurs d'alerte au Bénin, soulignant que dénoncer la corruption est désormais un devoir de citoyen encadré par l'État. Le secrétaire général a également saisi l'occasion pour transmettre les salutations du haut-commissaire Jacques Mégan tout en rassurant que les enseignants et les élèves qu'une nouvelle visite sera reprogrammée sur le plateau. Cette proximité institutionnelle témoigne de l'engagement du HCPC à inscrire durablement la lutte contre la corruption dans le quotidien des citoyens. Après cette séance, la délégation s'est dirigée vers le centre des jeunes et de loisirs de Sakété, lieu de rassemblement de diverses forces vives de la société, responsables d'organisations de la société civile, regroupements de femmes, associations de jeunes, d'artisans, mais également élus locaux et leaders d'opinion. Accueillie dans une ambiance conviviale et festive, la délégation a décliné le même message adapté à chaque catégorie d'acteurs. Les échanges ont été francs et constructifs. Les participants ont soulevé des préoccupations relatives aux pratiques électorales douteuses, aux lenteurs administratives, au favoritisme et à l'absence de transparence dans le traitement de certains dossiers. En réponse, Dr Charles-Tindeou et Étienne Badou, chef service études, formation et suivi et évaluation, ont apporté des éclairages précis sur les mécanismes de dénonciation et de prévention. Enfin, les élus locaux ont été exhortés à devenir les porte-voix de la sensibilisation au sein de leur communauté. Par ailleurs, leur attention a été attirée sur la nécessité de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques en vue d'une gouvernance exemplaire orientée vers la satisfaction des besoins des citoyens de leur localité et la préservation des intérêts des générations futures. Le HCPC, par cette démarche, entend informer, former et responsabiliser tous les segments de la société béninoise dans une dynamique inclusive et durable. Le président du Conseil économique et social CES, Conrad Gbagidi, a reçu en audience ce mardi les 6 nouveaux ambassadeurs plénipotentiaires nommés récemment au Conseil des ministres. Ils sont allés à la rencontre du président de l'institution avant, autant pour moi, de rejoindre leurs postes respectifs. Au micro de Quentin Amoussou et de Nansirine Fatoumbi, le porte-parole des nouveaux ambassadeurs béninois, Joseph Aranzo, nous fait le point lors de leurs échanges à la sortie d'audience. On regarde. Monsieur le Président, je peux vous confirmer que nous sortons d'une audience très enrichissante et très utile pour le bon accomplissement de la mission républicaine qui nous est confiée. De nos échanges avec le président du Conseil économique et social, nous avons fait le tour de la coopération de l'institution qu'il a l'honneur de présider au regard des différents pays d'accréditation dans lesquels nous sommes envoyés en mission. Et nous avons également reçu, dans l'intérêt de notre pays, des orientations précises du président du Conseil économique et social qui a souhaité véritablement que nous travaillions dans le sens du rehaussement de l'honneur
et de la dignité de notre pays. Il nous a recommandé fortement que nous puissions mener notre mission dans l'intérêt de l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Il a insisté surtout sur la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie sociale. Nous avons pris bonne note de tout cela et nous travaillerons à ce que nous restions toujours en contact avec le Conseil économique et social et les instances dirigeantes de cette institution. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, c'est désormais acté la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Adoptée le 13 mars 2025 à l'Assemblée nationale, la loi numéro 2025-09 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle a été promulguée par le chef de l'État, Patrice Talon. Une initiative salutaire qui vient régler un certain nombre de problèmes d'ordre endogène qu'il faut légiférer, selon le professeur et prêtre de phare, David Kofiaza. Suivez un extrait de son argumentaire ici au micro d'Abdelkader Achiro. Ce qui a été fait règle des problèmes, mais pas complètement tout. Déjà, l'initiative est déjà saluée parce que ça fait plus de 10 ans qu'on crie qu'il faut légiférer. Maintenant, je pense que après la législation traditionnelle, il faut légiférer sur nos cultes endogènes également. Il faut aller là aussi. Il faut assainir. Il faut assainir le milieu parce que vous savez, à un moment donné, on se demande si on connaît vraiment l'histoire de notre nation. Parce que tous les jours, les rois naissent. C'est de l'anarchie. C'est quand vous prenez un département, ça a un roi. Chaque commune département a un roi. Chaque arrondissement département a un roi. Et chaque quartier département a un roi. Ce n'est pas admissible. Donc moi, je pense que ça va régler déjà le problème de cette loi de reconnaissance, va régler le problème un peu, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Parce que même le simple Vodounon se fait appeler roi. Je dis un Vodounon, hein. Un Tovodounon par exemple se fait appeler roi. Et il estime qu'il est roi. Et deuxièmement, il faut aller, parce que les gens se moquent de nous à l'extérieur. Un simple Vodounon se fait appeler majesté. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Un Vodounon n'est pas une majesté. Une majesté, c'est un titre uniquement royal. Et quand on dit que quelqu'un est roi, c'est qu'il y a une histoire, il y a une compétence territoriale, il y a un patrimoine historique, il y a également une armée qui a fait des conquêtes. C'est ça un roi. Et c'est ça une majesté. Il faudrait que mes pères arrêtent cette situation-là qui est déplorable. Et je pense que cette loi vient à point nommé et ça va régler beaucoup de problèmes. Et il faut aller même beaucoup plus loin, jusqu'au titre que chacun porte. Un dignitaire du culte vaudou ne peut pas se faire appeler majesté. Ce n'est pas possible. Un Da aussi. Un Da ne peut pas se faire appeler majesté. Si vous êtes Da, vous n'êtes pas une majesté. Un chef de famille qui se fait appeler majesté, ça n'a aucun sens. Pour le prestige. Non. C'est que ça dénature la sacralité du milieu de la chefferie. C'est pour ça qu'il faudrait que chacun retourne dans sa case. Maintenant qu'on a réglé avec le problème des rois, il faut régler aussi le problème avec les dignitaires religieux aussi pour les mettre dans leur case. Un dignitaire religieux n'est pas un roi. Et on ne peut pas l'appeler majesté. Il faut arrêter avec ça. Cette édition se poursuit. Le chef de la garde républicaine du Bénin, le colonel Dieudonné Tevouedjre, a été promu à un grade supérieur. Dieudonné Dimon Tevouedjre est désormais colonel-major des forces armées béninoises. Une nouvelle promotion prononcée par décret en date du 26 mars 2025. Selon le document, la promotion du chef de la sécurité du président de la République et de son gouvernement doit avoir pris effet depuis le 1er avril 2025. Le colonel Dieudonné Tevouedjre n'est pas le seul concerné par les promotions prononcées au sein des forces armées béninoises à ce titre. Plusieurs dizaines d'officiers des forces armées béninoises ont également été nommés ou promus à différents grades supérieurs. On poursuit cette édition. Autre information, l'affaire concernant le meurtre d'une nourrice
à Avrancourt continue de défrayer la chronique. L'Institut national de la femme INF s'est également saisi du dossier. Une délégation de l'Institut, conduite par sa secrétaire exécutive, Flore Dinou, est allée présenter ses condoléances ce mardi à la famille de la victime à Porto-Novo. Pour rappel, la jeune nourrice âgée de 27 ans a été tuée à coups de machette par l'une de ses amies le lundi 7 avril dernier dans un village de la commune d'Avrancourt. Pour l'INF, cet acte de violence extrême contre une femme est inacceptable. L'INF compte bien soutenir la famille de la victime sur le plan psychologique, juridique et judiciaire. Pour cette dernière, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire de meurtre répondront de leurs actes devant la justice. Dans un autre registre, on parle culture à présent. Le port de la tenue traditionnelle tous les jeudis est exigé aux agents de l'État du département de l'Atakura. L'information a été rendue publique à travers une note circulaire du préfet en date du 14 avril 2025. Déré Lydie Martine Tchabina recommande aux agents publics de l'État le port de la tenue traditionnelle, notamment le pagne tissé en indigo teinté ou teinté, autant pour moi, tous les jeudis. Selon le préfet du dit département, cette mesure est destinée à renforcer l'identité culturelle du Bénin et s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir le savoir-faire artisanal local. Toujours dans cette édition, la Semaine sainte pour parler religion à présent et pour les chrétiens ou fidèles catholiques, la semaine précédente, Pâques est la dernière partie du carême. Elle est destinée à commémorer la passion du Christ. Le triduum pascal de la passion et la résurrection du Christ commence donc le jeudi soir et se termine le soir du dimanche de la Pâque. Au micro de Francis Olafarami et de Nancirine Fatoumbi, le curé de la paroisse Bon Pasteur Hubert Kedouide apporte quelques éléments de clarification. On regarde. C'est la semaine de toutes les semaines. C'est la semaine où nous vivons en concentré tout le déploiement de l'amour du Christ jusqu'à la mort et à nous sauver de la mort. C'est tout le mystère de notre foi qui est vécu pendant la semaine sainte. Et elle est sainte parce que c'est la semaine de notre rachat total et de notre participation à la sainteté divine. Et c'est pour cela qu'on appelle ça semaine sainte. Une semaine, c'est 7 jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est ce que nous vivons tous les jours. Mais à partir du jeudi, nous rentrons dans le triduum pascal, c'est-à-dire nous rentrons dans les 3 jours où nous avons d'abord l'institution eucharistique, qui est le jeudi saint, et en même temps ce qu'on appelle la messe chrismale, c'est-à-dire c'est la messe au cours de laquelle on bénit et on consacre les huiles saintes qui nourrissent la foi de l'Église, c'est-à-dire l'huile par laquelle on devient enfant de Dieu, on est confirmé dans la foi, l'huile des catéchumènes qui nous ouvre à l'intelligence de la foi et l'huile des malades qui nous donne la grâce d'être sanctifiés et de retrouver la santé de l'âme et du corps. Donc l'huile qui est le Saint-Crème, c'est ça qui fait le baptême, la confirmation, c'est ça qu'on utilise également pour devenir prêtre, devenir évêque et pour consacrer les lieux saints, les églises, les hôtels, etc. Donc, habituellement, c'est jeudi matin, mais pour raison pratique, on met ça souvent les mercredis. Les mercredis saints, il y a la messe chrismale dans les cathédrales. C'est aussi le jour de renouvellement des vœux sacerdotaux des prêtres qui promettent obéissance et chasteté, célibat et puis pauvreté. Et puis, deuxième jour, qui est le jour de Triduum pascal, il s'agit du vendredi saint, le jour où le Christ est mort sur la croix
Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et nous vivons ce don du Christ jusqu'à la mort. Et c'est cela, le vendredi saint, deuxième jour. Et troisième jour, qui tombe vraiment sur le matin de Pâques, c'est le samedi saint, où nous vivons le silence total, comme l'impression d'un Dieu silencieux, laissant son Fils mourir, et notre compassion envers Marie, où nous entourons Marie comme des fils au pied de leur mère pour sa consolation. Et c'est Marie avec Marie au Cénacle que nous attendons cette joyeuse nouvelle. Et la nuit pascale que nous vivons, cette lumière qui dissipe les ténèbres encore au cœur de la nuit. Et avec la bougie, le siège pascal, on montre comment la lumière a triomphé des ténèbres. La vie a triomphé de la mort, c'est la Pâque du Seigneur. On chante gloire à Dieu et on chante Alléluia. Et là, le troisième jour qui nous conduit donc au matin de Pâques, qui est le grand rendez-vous, car comme dit l'apôtre Saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine sera notre foi. Donc, on chante la résurrection du Christ, prémisse de toutes nos résurrections respectives. Restons toujours avec le curé de la paroisse Bon Pasteur, le père Hubert Kedouidé. Comment bien vivre la semaine sainte et profiter de ses mérites? Élément de réponse dans cet élément. Pendant 40 jours, les chrétiens se sont préparés. On se prépare en se conformant davantage à l'image et à la ressemblance de Dieu en nous. On fait l'œuvre de purification. Donc, c'est pendant 40 jours que les chrétiens se sont préparés. Et il y a 3 choses essentielles pour la préparation. C'est le jeûne, la prière et le partage. Le jeûne, c'est la privation des plaisirs de ce monde. C'est par les plaisirs de ce monde que le diable nous utilise. Alors, privons le diable de ce qui lui est essentiel pour nous vaincre. Les plaisirs du monde. C'est ça que nous avons fait. Et quand on se prive des plaisirs du monde, cela nous rend disponibles à être en communion avec le Christ. Et c'est ça la prière. La prière, c'est d'être avec lui, d'être avec Dieu, de nous laisser investir par sa présence dans notre vie. Et puis, le partage. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer les hommes et les femmes de ce monde. En rencontrant Dieu, il nous envoie davantage vers nos frères et sœurs, surtout les plus démunis, qui sont dans le monde, et œuvre de charité. Et c'est cette œuvre qui va continuer pendant ce temps en vivant bien le jeudi saint, le vendredi saint. C'est un jour de jeûne obligatoire pour tous les fidèles, sauf les malades et les personnes âgées. Et donc, c'est comme ça qu'on se prépare. Et la vraie préparation, c'est le combat contre le mal, contre le péché. La vraie préparation, c'est d'être plus investi à l'amour, à la joie de vivre, au bonheur et à l'entraide mutuelle. Et puis on parle spiritualité à présent, reçu ce mercredi matin dans l'émission L'invité matinal de Free Matin sur ESAE TV. Le prêtre de Fa et président du CONASEB, le professeur David Kofiaza, s'est prononcé sur l'universalité des Minonans, comment cela se manifeste et qu'est-ce qui les caractérise. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achéo. Les Minonans se manifestent beaucoup plus à travers le culte de Yah, c'est-à-dire Yod Aleph Ré, qui est un culte très connu déjà au niveau de l'Égypte, puis après au niveau des Sémites. Et quand on descend, curieusement, cela revêt presque le même nom dans beaucoup de peuplades au niveau des différents pays de l'Afrique. Quand vous allez, par exemple, dans le Congo, quand je parle de Congo, je parle des deux, donc, et également les régions des Grands Lacs, ça porte toujours le nom Ya. Ce Ya est également vu et connu au niveau du Ghana, et d'ailleurs, c'est son nom qui valide les invocations au niveau de l'aire culturelle Ashanti, Guin et même Mina. Et pour valider une invocation, on parle de Yao. Yao, c'est le nom que Moïse a murmuré dans les oreilles du pharaon et il a fait une crise cardiaque. C'est reconnu également au niveau du Bénin. Oui.
Et puis, au niveau du Nigeria, au niveau du Cameroun également, c'est le même nom, Yao. Mais c'est juste un nom utilisé de façon universelle pour désigner la toute-puissance de la femme. Mais il y a également beaucoup d'autres noms qui sont... Lesquels, par exemple, quelques-uns? Si je prends par exemple notre panthéon, nous avons les 7 grandes reines qui gouvernent l'humanité au niveau de notre panthéon. Et ces 7 grandes reines... On peut les connaître, ces reines-là? Oui, on peut connaître leur nom. La triade supérieure, donc les 3 reines supérieures de l'humanité, c'est celle qu'on appelle Aïono. Aïono gouverne l'humanité. C'est la mère de l'univers. C'est complètement différent parce que c'est pas la même chose que les autres reines également. Donc, Aïono, c'est la mère de l'humanité. Puis nous avons Zanhosu, qui est la mère de la nuit. Et après, nous avons Ahehenon, qui est la mère du jour. Ce sont les 3 grandes reines supérieures, ce que nous appelons la triade supérieure au niveau des Milona. Mais Aïono, c'est une énergie neutre qui maintient notre système planétaire en équilibre. Donc, c'est elle qui gouverne notre système planétaire. Elle ne gouverne pas seulement que la Terre, ni la Lune, ni le Soleil, mais elle gouverne tout le système planétaire. Mais Zanhosu, la reine de la nuit, gouverne la Lune. En gouvernant la nuit, elle gouverne la Lune. Et Ahehenon gouverne le jour, donc gouverne le Soleil. Donc, c'est la mère du Soleil, au fait. Maintenant, quand on descend, nous avons la reine mère des 4 éléments. Nous avons la Terre, dont la maman est appelée Nyonpéananou. Celle qui a engendré par émanation et non pas enfantement, celle qui a engendré par émanation tous les Sakpata est Nyonpéananou. Celle qui a engendré par émanation tous les Tohosu, c'est celle qu'on appelle Hulakwe Hosu Agemo. C'est la mère de la fortune. Puis après, nous avons celle qui a engendré tous les dents, donc l'élément air, qu'on appelle Aichi Wedo, qui est complètement différent de Aido Wedo. Aido Wedo, c'est son enfant, le premier-né. Et Aido Wedo, c'est celle qui relie le ciel et la terre. Mais par contre, Kangaga Wedo, c'est l'entité qui relie tout horizontalement sur la terre. Donc, horizontalement, tout est relié sur la terre. Et verticalement également, tout est relié sur la terre. Par ces 2 grands serpents-là, Aido Wado et Dangaga Wado. C'est 2 entités complètement distinctes. Et après, nous avons maintenant celle qui gouverne l'élément feu, dont la mère de tous les Rebiosos sur la terre, qui est appelée Naïté. Voilà les 7 grandes reines qui gouvernent l'univers. Ce n'est qu'après ces 7-là que nous avons maintenant toute une multitude de divinités liées à Milona qui se retrouvent sur la terre, mais qui n'ont pas autant de pouvoir supérieur que celles que je viens de citer. Hors de nos frontières, je l'annonce au sommaire de cette édition, réunie dans la capitale britannique ce mardi 15 avril 2025. Une vingtaine de pays et d'organisations internationales ont lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan. Ils ont aussi réussi à mobiliser plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour le pays qui s'enfonce dans une crise humanitaire catastrophique après 2 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide FSR. Pour y faire face, l'Union européenne va aussi débloquer 522 millions d'euros, le Royaume-Uni 140 millions, l'Allemagne 125 millions et la France 50 millions qui viendront s'ajouter aux plus de 2 milliards d'euros d'engagement déjà obtenus l'an dernier au cours d'un précédent sommet à Paris. Ces fonds, autant pour moi, serviront notamment à fournir aux enfants un approvisionnement alimentaire vital, à soutenir les victimes de violences sexuelles ou encore à soutenir les pays qui accueillent des réfugiés soudanais. Les participants à l'événement ont aussi lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent, soulignant dans un communiqué final la nécessité d'empêcher toute partition du Soudan. Ni le gouvernement soudanais, ni les FSR n'y avaient d'ailleurs été conviés, ce qui a conduit le premier à accuser le Royaume-Uni de mettre sur un pied d'égalité l'État soudanais riverain et souverain, et membre des Nations Unies depuis 1956 et les FSR, une milice terroriste qui commet des génocides et des crimes contre l'humanité. Direction l'Algérie à présent.
Le regain de tension entre Alger et Paris s'étend aux relations économiques qui avaient été relativement épargnées jusqu'à présent avec l'annulation de plusieurs visites importantes de chefs d'entreprise de part et d'autre de la Méditerranée. Rodolphe Saadé, un proche du président français Emmanuel Macron, a dû renoncer à une visite après la décision d'Alger annoncée dimanche d'expulser 12 agents consulaires français suite à l'arrestation de l'un de siens sur le sol français. Le pari était, selon le responsable de la Chambre de commerce algéro-française, de laisser les relations économiques poursuivre leur chemin malgré les tensions diplomatiques. Des tensions qui n'ont pas, selon lui, occasionné de diminution notable des échanges bilatéraux, à part dans le domaine agricole. Et voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Restez en notre compagnie. Belle suite de programmes sur ESAE TV.